Nous avons eu la chance de profiter de toutes ces expériences jusqu'à présent. On va essayer d'apporter notre petite contribution donc, sur ce projet. Peut-être le présenter tout d'abord. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un projet qui est porté par une équipe TLM et à l'intérieur de cette équipe de recherche, le Centre Mauriac de l'Université de Bordeaux-Montaigne. Donc porté par moi-même comme chef de projet, par Daphné Matelier qui travaille essentiellement sur la partie numérisation et mise en ligne des textes, et puis également Jessica de Bidran qui aurait aimé nous accompagner aujourd'hui, mais elle avait un problème personnel qui l'empêchait de venir, et nous aurions bien aimé qu'elle participe aussi, puisque c'est elle qui s'occupe surtout du travail sur Omeka. Donc, mais enfin, bon, on essaiera de vous présenter, peut-être de répondre à quelques questions, s'il y en a et si on en est tout à fait capable. Ce projet est un projet qui est essentiellement porté financièrement par la région Aquitaine, mais qui s'inscrit, comme je vais le dire très très rapidement, dans la longue durée, hein, je dirais, qui est un projet de numérisation des textes de presse de François Mauriac. Et nous allons vous présenter ce projet d'abord dans son objet, dans ses objectifs, avant de vous montrer simplement le site qui aujourd'hui permet d'accéder à ces textes numérisés et qui nous permettra donc de vous présenter à travers quelques exemples choisis l'usage que nous avons fait d'Omeka pour avoir justifié pourquoi ce choix-là, et puis également quelques réponses que nous avons apportées à un certain nombre de difficultés que nous avons pu rencontrer. J'ajouterai pour terminer cette rapide présentation d'emblée que, au-delà de ces trois personnes que j'ai présentées, donc, dont deux sont présentes ici, qui sont directement opérationnelles dans le projet, je dirais que nous avons un comité de pilotage et c'est très important pour nous, bien évidemment, comme pour tout projet de ce type. Ce comité de pilotage est composé de deux enseignants-chercheurs littéraires qui sont spécialistes de Mauriac, ainsi que du directeur du centre François Mauriac de Malagar, je vais y revenir très rapidement, et trois autres personnes qui sont le directeur du SCD de notre université et deux collègues qui sont deux collègues professeurs en infocom. Donc pour nous, il a été absolument capital, et je pense que nous n'aurions pas du tout avancé, mais vous vous en doutez bien, si nous étions restés dans une configuration de littéraire et de mauriacien. L'environnement mauriacien et régional, bon, vous l'avez compris, je n'insiste pas beaucoup là-dessus. Il est évident qu'au-delà d'une tradition de recherche François Mauriac à l'université, il y a également, je viens de le mentionner, la maison François Mauriac, le centre François Mauriac de Malagar, qui est aussi un centre de documentation, de visite, musée, et qui appartient à la région Aquitaine. Donc c'est un élément pour nous d'appui très très fort. Et également la bibliothèque municipale de Bordeaux, qui a un fonds Mauriac important. Donc on est dans un environnement qui est un environnement bien évidemment très très porteur. Alors, dans l'œuvre de Mauriac, ce que nous avons envisagé de faire depuis déjà quelques années, c'est de numériser, de mettre en accès direct pour des publics variés, l'ensemble des textes de presse, c'est-à-dire des articles, mais ce ne sont pas que des articles au sens strict du terme, ce sont des textes publiés par François Mauriac dans la presse. On va les présenter rapidement, voilà, pour donner une première idée de cette production, puisque c'est un ensemble relativement important qui se répartit, comme vous le voyez ici, en des époques assez variées. Alors, je ne reprends pas ces données-là, mais j'insiste beaucoup sur l'objet lui-même, parce que si nous avions choisi, et je ne sais pas d'ailleurs pourquoi nous l'aurions fait, mais enfin bon, si nous avions choisi de numériser soit l'œuvre poétique ou théâtrale de Mauriac, ou l'œuvre romanesque de Mauriac, ou ce qui, par contre, était beaucoup plus légitime, la correspondance de Mauriac, bien évidemment, nos orientations auraient été très très différentes. Là, nous avons choisi de numériser les textes de presse de Mauriac, c'est-à-dire une production qui est très éparpillée dans le temps, très diverse dans ses formats et dans ses contenus, et en même temps une production qui est à la fois très autonome dans la mesure où, dans l'espace, dans le dispositif de presse, les textes signés par François Mauriac ont une très forte autonomie tout au long de sa carrière, une forte visibilité, une forte notoriété, et puis en même temps c'est une production qui est une production, je dirais, hétéronome au sens où c'est une production qui n'avait pas vocation à être diffusée, qui n'a pas été conçue pour être lue en elle-même et qui était insérée dans
dans des dispositifs communicationnels, bien évidemment, très complexes, à la fois par l'environnement immédiat qu'est le journal, la revue, petite revue poétique ou bien grand quotidien ou grand hebdomadaire, mais également, bien évidemment, dans la chaîne, dans la mesure où les contributions de Mauriac, les chroniques de Mauriac s'insèrent pas uniquement dans cet environnement spatial, mais également dans un environnement chronologique avec une chaîne de production et des rendez-vous réguliers avec le public. Donc on a des textes qui, vous voyez, sont très complexes par leur resituation dans les différentes chaînes de signification qui étaient les leurs. Et ces textes ont aussi donné lieu à une seconde vie dans la mesure où ils ont bénéficié d'un autre environnement de communication et diffusion qui est le livre. Ils ont été diffusés par le livre de façon très très régulière avec beaucoup de succès et bien sûr dans cet espace-là, il est évident, et c'est une banalité que je suis en train de dire, que les textes ont beaucoup gagné en autonomie puisqu'ils étaient là dans un environnement strictement mauriacien avec des effets de lecture internes qui n'étaient plus du tout ceux de l'environnement de presse, mais par contre ils ont totalement été décontextualisés et ils ont perdu cet enracinement qui était le leur. Et pour nous, ça a été une première remarque importante. On est peut-être loin d'Omeka, mais c'est une première remarque importante parce que, bien évidemment, sautent aux yeux à ce moment-là les effets de lecture absolument différents que l'environnement de lecture suppose. Et lorsqu'on a envisagé de passer à une troisième vie, on s'est dit, nous allons nous aussi induire des effets de lecture totalement différents. Est-ce que nous les maîtrisons? Jusqu'où vont-ils aller? Et en quoi les outils que nous allons utiliser vont avoir aussi un effet très très important sur le contenu même des textes que nous allons donner à lire? Ça, c'était une réflexion qui nous a guidés dès le début, dans la mesure où notre réflexion est une réflexion très largement tournée vers l'usage. Nous n'étions pas dans un souci de conservation, bien évidemment, mais vraiment dans un souci de diffusion et d'usage. Et donc nous avons pensé dès le début de notre projet aux différents types d'usages, si on peut penser bien sûr aux usages, mais c'est une autre question. Où en sommes-nous aujourd'hui? Aujourd'hui, nous en sommes à l'objectif d'une première tranche atteint, c'est-à-dire que nous voulions numériser 1 millier de textes, nous les avons numérisés. Une grande partie d'entre eux sont actuellement en ligne et une autre partie va être mise en ligne. Et là, nous touchons déjà les questions qui vont nous intéresser, puisque pour que ces textes soient mis en ligne, il ne suffit pas qu'ils soient numérisés, il faut aussi qu'ils commencent à être décrits, et décrits jusqu'à un certain point. Et on aura l'occasion peut-être de revenir sur cette double description que nous opérons, une description strictement factuelle, qui est une description de départ pour démarrer la mise en ligne, et puis une description contextuelle, on y reviendra, qui nous permet de faire tourner l'outil Omeka de manière beaucoup plus satisfaisante et beaucoup plus complète. Voilà, donc je ne sais pas si on passe ensuite on passe ensuite au choix d'Omeka et au site, et on va l'illustrer avec la présentation du site. Alors, le choix d'Omeka, donc en fait, pour éditer le corpus, on a choisi Omeka aussi en fait parce qu'on avait déjà un site à l'université de Bordeaux qui avait fait ce choix-là, et on a vu en fait que ça marchait plutôt bien et que ça pouvait correspondre en fait à ce qu'on voulait faire de notre corpus, aussi bien pour l'éditer que pour le valoriser. On voulait que ça soit interopérable. Donc là, il l'est actuellement. On est référencé sur Aquitaine Culture Connectée. Donc nos métadonnées fonctionnent bien. Et Omeka permet, via les plugins notamment, des fonctionnalités qui sont intéressantes et qui sont amenées à évoluer, et en particulier les expositions virtuelles, l'aspect chronologique, géographique, comme on va le voir un petit peu plus tard. Donc, moi, je voulais plutôt montrer le site. Voilà. Pendant que Daphné montre le site, je lui passais la parole un peu vite. Donc, non, mais ce que je voulais dire, c'est que lorsque nous avons envisagé d'aller vers la mise opérationnelle du site, nous avons choisi de travailler sur un site opérationnel, donc une sorte de prototype que nous allions tester. Et à ce moment-là, nous n'avions pas décidé, bien sûr, de l'outil que nous utiliserions. Et le choix d'Omeka s'est, je dirais, assez facilement imposé pour les raisons que Daphné évoquait. D'abord, il y avait cet environnement. Notre SCD utilise Omeka pour sa base 1886, donc on avait des ressources, notamment techniques, immédiates, avec un très très bon conseil, et notre directeur de SCD intégré au comité de pilotage, donc ça c'était un premier point. Et puis deuxièmement,
comme je l'ai rapidement dit, nous avions déjà un peu l'intuition que ce que nous gérions, ce n'était pas un corpus textuel à proprement parler, mais c'était des objets, si vous voulez. Hein, des objets isolés, des objets au sein desquels, vaste conglomérat d'objets au sein desquels il va surtout falloir circuler, gérer des éléments qui, en même temps, allaient faire appel aussi à du visuel, comme on va le voir. Donc, Omeka, pour ces raisons-là, a été un choix. J'avoue que jusqu'à présent, on ne le regrette pas. Non. Alors, donc sur Omeka, en fait, on a une description documentaire qui est assez approfondie, qui donc marche en 2 temps. Il y a donc ce qu'on appelle, nous, les métadonnées factuelles, qui vont être donc la date, l'éditeur, la source, des choses que nous, on remplit avec ma collègue, qui ne demandent pas, en fait, d'entrer dans le texte. Et aussi la typologie journalistique, donc est-ce que c'est un discours, est-ce que c'est un billet, ce genre de choses. Il faudrait que je trouve un qui soit décrit. Ah, je sais. L'illustration. Je vous donne une petite idée du site, mais on pourra revenir sur sa configuration. Après, oui. Voilà, je vais aller sur une page en fait pour vous montrer, ça sera plus simple. Donc voilà, nous ce qu'on va remplir, c'est donc l'éditeur, la source, la date, le titre. Donc c'est ce qu'on a appelé donc les métadonnées factuelles. Après les métadonnées contextuelles, c'est ce qu'on va demander en fait à notre comité de description. Ça va être en fait la petite description, le petit chapeau. Ça va être donc la typologie journalistique et ça va être aussi la collection éventuellement du document. C'était une piste en fait qu'on avait envisagée au début, donc je vais vous expliquer après qu'on s'éloigne un petit peu parce qu'on s'intéresse plutôt aux mots-clés maintenant. Et en fait, on a, pour la transcription, on a aussi choisi Scripto pour notamment la recherche plein texte. Donc nous, en fait, on s'est rendu compte effectivement qu'avec la recherche avancée, il fallait en fait qu'on copie 2 fois le texte. Donc d'un côté dans les métadonnées de type de contenu et aussi à côté dans Scripto. Donc en fait, on a une double visualisation des articles. Donc d'un côté, on va avoir le facsimilé numérique de l'article, donc avec la première de couverture, l'article. Donc on a vraiment l'article en fait dans son contexte d'origine. Et à côté, on va avoir la retranscription en texte. Donc ça, c'était intéressant parce que c'est vrai qu'il y avait eu déjà des reprises, mais on n'avait pas forcément le contexte, on n'avait pas la visualisation. Donc là, en plus, le PDF est téléchargeable, etc. Donc, donc après, en fait, on parlait de l'ossérisation tout à l'heure. Nous, c'est vrai qu'on utilise, en fonction en fait, des fichiers d'où ils viennent, on avait une partie des fichiers qui venaient en fait, de notre propre fond et qui a été en fait, numérisé et ossérisé par un prestataire extérieur qui nous a fait une ossérisation de qualité qu'on a pu exploiter plutôt bien. Après, on a des textes, des fois du Figaro, qui sont des microfilms, qui sont de qualité un peu médiocre et qui vont être... Enfin, les résultats d'ossérisation vont être assez mauvais dans ce cas-là. Et pour nous, ça va plus vite de retaper que de reprendre l'ossérisation. Mais c'est que dans les cas vraiment de numérisation un petit peu faible ou en tout cas de double colonne, où on n'a pas trouvé un outil d'ossérisation qui prenne ça en compte. Moi, j'utilise PDF Pro parce que je l'ai sur mon ordinateur et que je trouve que leur outil d'ossérisation est pas mal. Mais voilà, après, les petits billets, etc., c'est assez rapide finalement à transcrire. Donc pour l'instant, nous, on s'occupe de cette partie-là de transcription qui permet donc cette double visualisation d'avoir l'article à côté du PDF. C'était un choix de départ au niveau de notre... Encore une fois, on est sur un site prototype, donc on s'était dit, bien évidemment, il est important qu'on ait l'image du texte dans son contexte original à côté du texte à lire. Mais en même temps, bon, est-ce qu'on va conserver, je dirais, cette confrontation-là, donc les 3 états, donc il y a un état texte PDF, un état strictement PDF. Encore une fois, bon, c'est un test, hein, on regarde ce que ça donne. Nos choix à venir, hein, lorsqu'il s'agira d'écrire le cahier des charges, qui sera le cahier des charges pour le site définitif, ben, disons qu'ils seront arrêtés, mais pour l'instant, on est encore en phase d'exploration ou de test. Disons en fait qu'il y a plusieurs étapes aussi pour le projet. Il y avait déjà en fait collecté les articles. Donc pour la première tranche, on avait, je crois, 973 articles.
Donc on en avait une petite partie, mais après on a dû en commander à la BNF, on en a récupéré sur Gallica, etc. Donc il y avait cette phase-là déjà de récupération. Après le traitement de ces documents, en faire des PDF constitués correctement. Des fois les PDF qu'on récupère, on va avoir une double page scannée, etc. Donc l'adapter aussi à notre site. Exporter le texte, donc des fois facilement, des fois un peu plus difficilement, le mettre en ligne. Et après, en fait, à long terme, l'objectif aussi, c'est d'annoter en fait, les documents qu'on met en ligne. On ne veut pas seulement proposer une vitrine des articles, on aimerait qu'il y ait derrière aussi tout un travail collaboratif qui sera possible vers Scripto, même si pour l'instant on a du mal, déjà on manque un petit peu de temps et de moyens, etc. Mais on n'a pas eu encore l'occasion d'aller à cette étape-là d'annotation. Mais on sait que par Scripto, on peut... Après, il y a plusieurs en fait, parcours possibles grâce au site. Donc on peut aller en fait, par article, où là, ils vont être tous les articles en ligne vont être listés. On peut donc les ranger par date, par mots-clés, par éditeur, donc l'onglet suivant. Les collections thématiques, donc ça, c'est donc les descripteurs qui choisissent dans quelle collection s'intègrent les articles. C'est un petit peu restrictif parce qu'on peut mettre un article que dans une seule collection. Donc des fois c'est compliqué parce qu'il peut parler de plein de choses dans un seul article. Voilà, ça c'était une de nos grandes réflexions, mais on vous la livre avec naïveté peut-être, mais c'est vrai qu'on a dû travailler sur collection sous collection et les mots-clés, et on a dû apprendre un petit peu aussi à faire avec ces outils-là. Et donc, dans la mesure où on avait le choix que d'une collection et que d'une sous-collection, et non pas de choix croisés qui auraient permis peut-être d'aller un petit peu plus loin dans la prise en compte de textes très complexes, hein, parce qu'on a des objets textuels qui sont d'une grande diversité. Une chronique musicale, par exemple, contient essentiellement des allusions politiques, mais un grand texte sur la vie politique peut déboucher sur des considérations littéraires. Une remarque sur le paysage et sur un texte très intime finit, je dirais, sur des observations très spirituelles et où la religion devient le beau premier plan. Donc on a affaire à des textes très difficiles à ranger dans des cases. Or, nous avons des outils qui sont des outils d'organisation dans des cases particulières. Donc on a décidé, et on travaille beaucoup là-dessus, de définir effectivement un ensemble de collections et de sous-collections qui nous permet, je dirais, de structurer l'ensemble de nos articles, même si sur les 3000, bien évidemment, c'est difficile de faire toujours des choix, mais ça fait partie du travail, et de jouer avec les mots-clés pour tenter de proposer des parcours de lecture qui seront des parcours de lecture, je dirais, au plus près du texte dans ce qu'on estime ou ce qu'on souhaite mettre en évidence des textes eux-mêmes, se réservant la dimension exposition virtuelle, on l'a un petit peu testé, pour des mises en valeur de textes qui seraient des textes que nous souhaiterions sortir de nos collections pour les proposer à des lecteurs, y compris avec de l'enrichissement documentaire. Ce que Daphné évoquait et qui est le travail du groupe de descripteurs, nous avons une trentaine de descripteurs qui vont de l'étudiant de Master 2 ou du doctorant au professeur émérite grand spécialiste de Mauriac. Donc il y a aussi un choc culturel, hein, parce qu'au niveau de l'appropriation des outils, il faut arriver à un langage commun et à un objectif et un travail commun, ce qui n'est pas tout à fait simple. On travaille beaucoup sur les mots-clés et on travaille donc sur des thésaurus. On essaie bien évidemment de fermer ce thésaurus, on en est loin puisque nous sommes en train de décrire les textes et peut-être de les rapprocher de certains thésaurus mauriaciens, si je puis dire. Par exemple, on vient de finir un dictionnaire Mauriac qui va apparaître chez Champion. Donc on essaie de voir s'il n'y aurait pas là, il y aurait des possibilités d'homogénéiser et puis d'utiliser également d'autres bases de référence pour arriver, je dirais, à maîtriser l'expansion des mots-clés qui se développent de manière extrêmement riche, mais en même temps aussi de façon difficile à contenir. Hein. Donc on travaille beaucoup là-dessus avec les descripteurs. Et donc, comme Daphné l'indiquait, nous sommes une équipe de descripteurs. Chaque descripteur va se charger de 10, 15 textes. On a établi un cahier de procédure précis pour que chacun sache exactement quelle est la démarche. Et on a essayé de stabiliser
nos méthodes de travail et nos critères. Et donc, pour l'instant, on travaille de façon relativement artisanale, hein, puisque les descripteurs envoient à Daphné et à Jessica les fiches de description avec tous les items qui ont été demandés, et nous les entrons, elles les entrent elles-mêmes. Nous n'avons pas encore franchi le pas de permettre aux descripteurs d'aller directement dans le back-office pour faire eux-mêmes et directement ce travail de description. Mais le travail pédagogique que nous faisons auprès d'eux nous montre que certains, petit à petit, s'en approchent, et je pense qu'on pourra aller dans cette direction-là assez rapidement. On essaie également de favoriser, bien évidemment, les réseaux que nous avons et de faire travailler des collègues, notamment à l'étranger, avec des groupes d'étudiants sur ce travail de description, de façon à ce qu'ils puissent collaborer à l'élaboration et à l'enrichissement de nos métadonnées, tout en se servant de cet exercice aussi comme un outil pédagogique, et pour Mauriac et pour les nouveaux outils qui sont aujourd'hui en circulation. Et en fait, en complément des mots-clés, parce que c'est vrai que du coup, on a trouvé ça comme solution aussi, des fois, à l'aspect trop restrictif des collections, on aimerait en fait développer aussi les index, donc de personnes, de lieux, de personnages cités, d'œuvres citées, de Mauriac et d'autres auteurs. Donc ça, c'est vrai que l'outil dont on a entendu parler tout à l'heure nous intéresse. C'est une piste en tout cas qu'on a fort envie d'explorer. Et ça nous permettra aussi de désemplir du coup ce champ des mots-clés qui est toujours un peu trop rempli pour l'instant, malgré nos efforts. Et en fait, on a d'autres aussi parcours, donc par la géolocalisation, donc avec la cartographie, notamment en fait pour les articles qui traitent d'Aquitaine. Hop. Donc voilà. Bon, je ne sais pas si on... Oui, donc la carte est un peu délicate, mais... Donc quand on sait exactement, là c'est sur Arcachon, donc c'était facile à situer, sur Bordeaux, il y a des rues aussi régulièrement qui sont citées, donc on peut en fait replacer les articles dans le contexte géographique. On aimerait bien aussi explorer la piste chronologique, mais c'est plus compliqué, donc pour l'instant c'est encore une piste à explorer. Et puis bon, le dernier point, ça sera finalement les usages qu'on souhaiterait de notre site, parce qu'on souhaiterait en fait un triple public, à la fois donc un public universitaire, spécialiste de Mauriac ou de la presse du XXe ou qui pourrait être curieux de ces questions-là. Ça serait aussi un public scolaire, avec lesquels on pourrait envisager en fait des usages pédagogiques de notre plateforme, donc créer peut-être des dossiers personnalisés ou des expositions virtuelles, ce genre de projet. Et puis plus généralement, un public curieux, peut-être de la région en particulier, vu qu'on a cet ancrage-là. Mais voilà, donc il y a beaucoup de beaux projets en perspective. Voilà, donc 2 commissions pour terminer la description du dispositif. Une commission pédagogie donc, qui rassemble des enseignants du second degré, qui rassemble également l'ADRAC, qui nous soutient aussi dans cette direction-là, le rectorat, les inspecteurs pédagogiques, pour travailler au plus près et pour les intégrer. Les enseignants du second degré sont intégrés dans notre équipe de description pour qu'ils puissent également nous exprimer les besoins que des professeurs pourraient rencontrer dans leur classe, tester également avec leur classe certaines possibilités du site que nous avons à la rentrée. Je pense que quelques-uns vont commencer à tester pour avoir pour nous des retours d'expérience sur les outils que nous mettons en place. Et puis également une autre commission, je dirais, plus tourisme et patrimoine, si vous voulez, pour voir aussi de quelle manière cette base-là peut être utilisée dans une valorisation du patrimoine, puisque nous sommes en relation avec le centre François-Mauriac de Malagar, qui a aussi cette dimension patrimoniale. Donc on essaie vraiment d'intégrer notre travail dans sa dimension scientifique, si vous voulez. On essaie vraiment de l'intégrer aussi dans son environnement social pour qu'il y ait une interaction forte avec les usages et qu'on puisse, dans la mesure du possible, alors on invente peut-être l'eau chaude ou peut-être qu'on passe à côté de beaucoup de choses. Notre souci en tout cas, c'est bien sûr, comme beaucoup, de pouvoir intégrer le plus possible la réflexion sur les usages et le contact avec les usagers le plus en amont possible. Bon, en même temps, voilà, hein, on fait ce qu'on peut. D'autres choses à ajouter? Non. C'est pas une remarque, c'est ni une critique, mais est-ce que la dimension pédagogique, je vais mettre exprès les pieds dans le plat, mais est-ce que c'est compatible avec la dimension touristique? En d'autres termes, est-ce qu'il ne faut pas 2 oméga
Un pour la pédagogie, et peut-être 3 en fait, un pour la recherche, un pour la pédagogie et un pour le tourisme. Ou est-ce que vous pensez que dans le cœur d'Omeka, vous pouvez agréger les 3, les faire discuter ensemble et s'enrichir? Je ne sais pas si on est suffisamment au cœur d'Omeka et si on en a vraiment bien exploré toutes les potentialités pour pouvoir répondre à cette question. Pour nous, l'objectif est là. Alors, est-ce que l'outil nous permettra d'aller aussi loin qu'on souhaiterait aller avec lui? Ça, on n'en sait rien pour l'instant. C'est vrai qu'on n'a peut-être pas suffisamment avancé dans cette direction-là. Des choses à construire, seront-elles envisageables dans cet environnement-là ou pas? C'est vrai que ça fait partie, on est, nous, dans une démarche expérimentale. Pour l'instant, on en est là. On essaiera d'aller beaucoup plus loin vers les usages que l'on souhaite mettre en place. Si, à un moment ou un autre de notre développement, et après avoir fait appel, on a bien vu que tout le travail de développement et tout l'appui technique que nous n'avons pas toujours, mais qui est nécessaire pour pousser l'outil le plus loin possible. Si on s'apercevait qu'il y avait vraiment des barrières ou des impossibilités, peut-être qu'à terme, on pourrait être amené à faire d'autres choix et aller vers d'autres outils. Pour l'instant, on est dans cet environnement-là, il nous satisfait. De quelle manière saura-t-on le développer? Bon, là, je n'en sais rien. En tout cas, pour nous, c'est un objectif important.